Bienvenue dans la Africa Newsroom en cette semaine spéciale Congo. Le dossier du jour sera consacré à l'élection présidentielle qui doit se tenir en 2016. Et au sommaire également de cette émission, le G7 a vu la participation de 5 chefs d'État africains. Accord de libre-échange entre les blocs communautaires d'Afrique de l'Est. L'Égypte signe son grand retour sur le marché international de la dette avec un eurobond d'1,5 milliard de dollars. Et puis l'UEMOA s'inquiète du faible taux de bancarisation de ses pays membres. Et ils sont avec nous autour de ce plateau pour parler de ces thèmes d'actualité. Notre invité enseignant-chercheur Raphaël Goma. Monsieur Goma, bienvenue. Bonsoir Amira, merci. Et notre éditorialiste Alfred Chango. Alfred, merci d'être avec nous. Merci Amira et puis merci à mes très chères téléspectatrices. Et tout de suite, c'est l'info du jour. L'Afrique au sommet du G7 et pour cause 5 pays du continent, à savoir le Sénégal, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, le Libéria et la Tunisie ont été invités à prendre part à cette grande messe réservée initialement aux pays les plus industrialisés de la planète. Alors comment analyser cette invitation? Élément de réponse avec ce sujet de Diarra Ndiaye et de Marie-Angèle Touré. L'Afrique veut peser davantage sur la scène internationale. 5 chefs d'État africains ont pris part ce lundi 8 juin à la session sur l'Afrique du G7 en Allemagne. Invité par la chancelière allemande Angela Merkel, présidente en exercice du G7, le tout nouvellement élu président du Nigeria Muhammadu Buhari a effectué sa première participation à un sommet international de grande envergure. Les présidents Ellen Johnson Sirleaf du Libéria, Béji Caïd Essebsi de la Tunisie, Jacob Zuma de l'Afrique du Sud et Macky Sall, également président en exercice du NEPAD, ont pris part à ce sommet aux enjeux multiples. Donc ce qu'on peut peut-être attendre en étant un effet de facture politique, c'est une véritable solution au problème de la lutte contre l'islamisme, le mouvement islamiste dans le Sahel, la fin de Boko Haram, tous ces groupuscules qui menacent la stabilité de cette région avec tous les trafics d'hommes, les trafics d'armes, les trafics de drogue, les trafics de différentes marchandises, les attaques, les tueries. Donc il ne faudrait pas que l'on se retrouve en Afrique comme on se retrouve en Syrie et en Irak avec l'État islamique. La lutte contre le terrorisme international, le réchauffement climatique et le développement du continent africain ont été au centre des discussions de la session sur l'Afrique du sommet de cette année. Donc il est clair que pour ce 21e siècle, l'Afrique est le marché. Alors que faut-il attendre? Est-ce qu'il faut encore attendre que ce soit des sociétés étrangères qui viennent chez nous en Afrique pour tirer les marrons du feu? Et qu'en est-il de nos propres entreprises? Qu'en est-il de notre propre économie? Nous ne pouvons pas profiter justement de cette situation qui nous est favorable pour créer de la richesse par nous-mêmes et pour nous-mêmes, de créer des emplois pour nous-mêmes, de ne pas laisser les entreprises venir s'installer en Afrique et d'aller directement envoyer les dividendes en Europe. En fait, c'est ça qui se joue aujourd'hui. Il se joue le futur économique du continent africain. Fort de la bonne santé de son économie, le continent africain entend désormais peser sur les grandes décisions de la politique internationale. Monsieur Goma, comment analysez-vous cette invitation qui a été faite à ces 5 chefs d'État africains? Oui, mais je pense que cette invitation, et d'ailleurs vous remarquerez quels sont les chefs d'État africains qui ont été invités. Je pense qu'ils font la promotion des chefs d'État qui ont été démocratiquement élus. C'est un encouragement, bien sûr, à la démocratie en Afrique. Et c'est tout à fait normal que ces chefs d'État viennent, effectivement, pour voir comment les autres pays du monde travaillent pour pouvoir, disons, faire de sorte que, économiquement, que notre continent aussi puisse en profiter. Voilà. Alfred, quelle lecture faites-vous de la liste des 5 pays? On les rappelle, Afrique du Sud, Éthiopie, Libéria, Sénégal et Tunisie. Alors, quand on regarde bien justement le spectre de ces 5 chefs d'État qui sont invités, il y a Macky Sall qui est le porte-parole du NEPAD, donc question du partenariat entre l'Union africaine, l'Afrique et le reste du monde. Buhari, il vient d'être élu président, donc c'est une prime au président entrant et puis une manière justement d'encouragement au Nigeria qui affronte Boko Haram et qui a des problèmes de développement.
aussi paradoxalement que cela puisse paraître, puisque c'est la première économie d'Afrique, mais qui a connu une mauvaise gestion pendant plusieurs années, en tout cas sous la présidence de Goodluck Jonathan. Donc, il s'agit pour ce président de se faire connaître et de ses partenaires internationaux. Puis, il y a l'Afrique du Sud, qui est aussi l'une des locomotives économiques de l'Afrique, et la Tunisie, justement, par rapport à tous les pays de l'Union du Maghreb arabe. C'est le pays qui a initié justement ce qu'on a appelé le printemps arabe, mais qui est en train de sortir justement de ces quelques mois de plomb qui ont suivi la chute de Zine El Abidine Ben Ali. Et donc, il y a là une manière de reconnaissance et d'encouragement vis-à-vis de ces chefs d'État. Mais davantage que cela, c'est vraiment la reconnaissance du partenariat, du partenaire qui est devenu incontournable, qui est devenu l'Afrique à cause justement de cette croissance importante et que, au fond, tous ces pays-là ont intérêt justement à prendre l'Afrique au sérieux, comme la Chine le fait et d'autres pays. L'Afrique est un partenaire au même niveau que l'Europe, que l'Amérique. Exactement, parce qu'effectivement, c'est le continent, en tout cas de la croissance aujourd'hui. C'est le continent où il faut être ? Absolument. Absolument, c'est le continent où il faut être et c'est du G7 ont fini par comprendre justement cette importance-là. Voilà pourquoi ils ont convié ces 5 chefs d'État africains. Monsieur Goma, l'Afrique est véritablement capable de peser aujourd'hui sur la scène internationale au même titre que le géant chinois, par exemple ? Oui, bien sûr. Potentiellement parlant, économiquement parlant, l'Afrique, effectivement, peut bien peser comme la Chine. Parce que regardez la Chine, il y a 50 ans, nous étions pratiquement au même pied d'égalité en matière, disons, de développement. Sauf que eux, ils ont su profiter de la circonstance, bien sûr, pour faire de sorte qu'ils soient un peu au-dessus de nous. Mais potentiellement parlant, nous sommes parmi les pays émergents. Et donc, nous avons les richesses nécessaires. Et aujourd'hui, les pays occidentaux se rendent compte qu'il y a en quelque sorte, comment dirais-je, comme si l'avenir, bien sûr, pour la croissance est du côté de l'Afrique. Parce que si vous regardez bien, même certains pays d'Afrique où la démocratie n'est pas vraiment réelle, mais il y a quand même un taux de croissance qui est un peu élevé. Et donc, c'est peut-être aussi pour cette raison que, bien sûr, les pays occidentaux et puis les pays, bien sûr, développés, comme on le dit, se disent, bien sûr, il faudra peut-être drainer, bien sûr, les États africains pour qu'ensemble, nous puissions faire de sorte que l'économie mondiale puisse évoluer. Alors, Alfred, très rapidement, comment siéger à côté de pays qui nous assistent financièrement? Ça biaise pas un peu les rapports, ces aides au développement? Non, Amira, ça ne biaise pas les rapports. C'est au contraire pour ces partenaires extérieurs internationaux une manière justement de renouveler leur confiance à l'Afrique. Et renouveler cette confiance, c'est se dire effectivement que le potentiel de développement, de croissance est là-bas. Et d'autre part, on voit tout ce qui se passe avec Lampedusa, les Africains qui traversent la Méditerranée. C'est tout cela qui est pris en compte pour dire oui, il faut que nous travaillions la main dans la main pour éviter ces genres de choses et puis assurer le développement de l'Afrique et puis participer à cette croissance-là. Et ce mercredi 10 juin sera signé en Égypte un traité de libre-échange qui devrait ouvrir la voie à la création d'un marché unique sur le continent africain. La tripartite, ce sera son nom, regroupera dans un premier temps 3 blocs régionaux de l'Est africain. On fait le point sur cet accord avec Arwa Barkala. La tripartite, voilà le nom de l'accord de libre-échange que vont signer 26 États africains. Le traité qui scellera cet accord sera signé mercredi 10 juin à Sharm el-Cheikh, en Égypte, et concernera 3 blocs du continent africain. Les États d'Afrique australe et de l'Est, la communauté de développement d'Afrique australe et la communauté d'Afrique de l'Est. Le but, créer un marché unique pour faciliter le commerce entre les États signataires et accélérer l'import-export intra-africain. Lorsqu'on met en place une zone de libre-échange, le premier principe est celui d'une harmonisation des réglementations de façon à avoir et à parler d'une voix commune. Et donc le principal obstacle résidera dans l'harmonisation des textes réglementaires qui encadrent les échanges commerciaux et douaniers dans les différents pays. Il faudra arriver à partir d'un texte commun. On peut imaginer pour l'ensemble des 6 blocs une sorte de directive
qui sera applicable et déclinable dans les différents pays et qui aura le même objet et les mêmes termes. Donc le principal obstacle sera de mettre en place un règlement, une réglementation, une législation qui s'applique dans les 26 pays signataires. 5 années de négociations ont été nécessaires à la création de ce traité. Le marché concernera pas moins de 625 millions d'habitants et pour un PIB total de 1000 milliards de dollars. Parmi les pays signataires, on compte l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya et l'Éthiopie. Les intérêts d'une zone de libre-échange résident dans la facilité et les facilités commerciales qui seront accordées mutuellement dans les différents pays. Ça voudrait dire que lorsque on est en Égypte qui est signataire et qu'on veut importer ou exporter vers le Rwanda ou du Rwanda, on n'a plus besoin de passer par des tracasseries administratives et douanières. C'est la même zone, c'est comme si c'était le même pays. Et donc, de ce point de vue, lorsqu'on est commerçant, lorsqu'on fait des affaires, ce n'est que du bonus. En Afrique, seulement 12% des échanges commerciaux se font entre pays africains. À titre de comparaison, les échanges commerciaux entre pays européens atteignent 70%. L'accord entend donner plus de poids sur la scène économique internationale à l'Afrique. Pour l'heure, les exportations africaines représentent 60 milliards de dollars et les observateurs tablent sur une progression très importante de ce chiffre. Monsieur Goma, une bonne nouvelle, une bonne initiative qui a mis du temps à mûrir, mais qu'on ne peut que saluer. Bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. Certes, ça a pris 5 ans dans les négociations, mais c'est une bonne nouvelle. Mais moi, je vais ajouter quelque chose là-dessus. C'est bien pour la libre circulation des marchandises et des biens. Encore faut-il que cela soit accompagné aussi par, disons, la facilité de circulation des êtres humains. Parce que dès lors qu'il y a toujours ces systèmes de visa, parfois cette restriction de circulation d'hommes, ça freine aussi. Je crois que l'économie va de pair aussi avec la circulation humaine. Donc je ne peux qu'encourager cette initiative et il faudra aller plus loin, et notamment la réglementation en matière douanière. Et il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais j'encourage l'initiative. C'est une très bonne initiative. Alors Alfred, une bonne initiative, mais qui a ses limites et ses failles? Oui, bien sûr. Déjà, arriver à la simplification douanière et tarifaire douanière, et puis à la simplification administrative, c'est le premier obstacle. Et puis, arriver à une harmonisation juridique, ça c'est très important. Je pense que cette tripartite peut s'appuyer sur l'OHADA, qui permet justement d'harmoniser le droit des affaires, et puis pour faciliter naturellement la circulation des biens et surtout des personnes. Et puis, il y a un obstacle culturel qui est très important, que je pense, ces pays peuvent y arriver, peuvent arriver à surmonter, mais ils ne sont pas tous dans les mêmes logiques économiques, ils ne sont pas au même niveau de développement économique. Et ça, pour arriver justement à à mettre sur le même plan toutes les économies, ça va être très difficile, ça va nécessiter du temps. Du coup, il faut choisir les produits qui sont communs aux uns et aux autres, qui peuvent facilement circuler, permettre justement ce jeu d'importation-exportation. C'est quoi le risque que cet accord de libre-échange profite trop à certains pays et en laisse d'autres? Probablement, parce que tous n'ont pas les mêmes facilités, de transport par exemple. Si on prend le secteur du transport, tous les États, tous les 26 qui constituent ce marché ne sont pas au même niveau de développement, n'ont pas les mêmes capacités justement de transport par exemple. Il y a des pays qui sont enclavés, qui ont des difficultés. Il suffit de prendre le Rwanda par exemple pour évacuer le thé ou le café vers le port de Mombasa. Aujourd'hui, c'est toute une histoire. Donc il faut effectivement arriver à faire que mettre à disposition les mêmes moyens de transport, par exemple, pour permettre cette circulation des biens et des personnes. Mais moi, j'ajouterais au fond qu'un dernier point, c'est que c'est quand même assez paradoxal qu'on crée ce marché-là aujourd'hui, alors que quand on regarde la composition de ces 3 zones économiques, ce sont pratiquement les mêmes États. La communauté des États de l'Est constituée de quel pays? Rwanda, Burundi, Ouganda, Kenya, etc. Les mêmes sont dans le COMESA, ils sont dans la SADC, l'Égypte fait partie du COMESA, et donc du coup que ces États, ces pays n'aient pas trouvé avant cette tripartite-là les moyens d'harmoniser les choses, c'est quand même assez curieux, quoi.
Reste à espérer effectivement. Mais pourquoi c'est curieux? Non, mais c'est il y avait un manque de volonté à la base, en fait, peut-être, tout simplement. Je pense qu'il y a les inégalités de développement et puis les problèmes internes à chacun des États et puis la méfiance des uns et des autres qui ont fait que, et puis les législations qui sont très restrictives. Goma rappelait ici la question justement des visas, par exemple. Ouais. Si on prend la zone CEAC-CEMAC, par exemple, depuis longtemps, on a voté cette liberté de circulation de personnes et des biens. Et pourtant, on impose le visa, et puis c'est seulement cette année-ci que finalement ces États ont trouvé un accord pour faire sauter justement ce verrou du visa. Donc il y a toutes ces choses-là qui ont empêché cette unification-là. Oui, c'est vrai, M. Goma, c'est assez curieux parce qu'on le répète assez souvent, hein, pas uniquement autour de ce plateau, mais dans les grandes messes, les grands sommets, que l'intégration économique est nécessaire au développement économique du continent et que ce qui freine cette intégration, c'est justement ces lourdeurs administratives. Or, il y a encore beaucoup de zones économiques régionales qui ont du mal à avoir des commerces, des échanges commerciaux entre eux. Oui, effectivement, il y a beaucoup de zones qui ont du mal à avoir des échanges commerciaux entre eux. Voire pas du tout. Voire pas du tout, mais il faut dire aussi qu'il y a, et je crois qu'Alfred le disait, il y a un problème d'infrastructure parfois dans ces pays-là. Il y a des pays qui sont nantis et il y a des pays qui, franchement, sont, disons, encore au niveau très bas du développement des routes, des ports, des aéroports. Donc, pour que la marchandise circule, il faut qu'il y ait des routes, il faut qu'il y ait des aéroports. Or, certains pays n'y sont pas encore à ce niveau-là, et donc, du coup, les pays qui sont un peu plus en avant ont peur des autres pays. Et je reviendrai sur un fait, parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a une chronique qui a défrayé les médias ici. En Afrique du Sud, on a vu d'autres Africains se faire massacrer à coups de machette, alors qu'on est en train de prôner, bien sûr, le libre-échange. Ça pose un problème. Si nous voulons que les marchandises circulent, si nous voulons qu'il y ait des échanges entre ces pays, mais permettons aussi que ces populations puissent avoir la liberté d'aller travailler dans les autres pays aussi. Sinon, ce serait une aberration. Je suis une supercherie, je dirais même, qui ne favorise que, bien sûr, les pays riches, et en se disant, bon, vous êtes pauvres, ben, gardez votre misère chez vous, mais échangeons seulement la marchandise, ou bien attendez que nous vous envoyions notre ciment ou que nous vous envoyions notre papier hygiénique. Non, je pense que c'est un travail que, bien sûr, nous encourageons, mais qu'il faut que ce travail aille plus loin, pour permettre, bien sûr, que ces échanges soient vraiment égaux. Voilà. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.